Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on arrive à la moitié du Pumpkin Autumn Challenge et que j'ai bien avancé, donc j'ai eu envie de vous faire un bilan mi-Pumpkin Autumn Challenge pour éviter d'avoir à faire un trop gros bilan à la fin. Donc j'ai mes pages du Pumpkin Autumn Challenge sur mon bureau avec tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai regardé comme série et comme film. J'irai assez vite sur les séries et les films, je pense, parce que voilà, la plupart vous les connaissez, puis je les avais pratiquement tous présentés dans ma pile à lire. Mais là, je vais surtout vous parler de ce que j'ai lu et j'ai vraiment bien avancé sur le challenge pour le moment, puisque en termes de lecture, j'ai lu au moins un livre sur chaque catégorie, sauf pour deux catégories. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de lectures, donc je suis plutôt contente. Donc je vais reprendre les prompts, enfin les menus les uns après les autres. Donc on va commencer par le menu automne frissonnant et la première sous-catégorie je suis Médée vieux crocodile. Donc pour cette catégorie, j'ai lu Le Tour d'écrou de Henry James, paru aux éditions du Chat Noir, donc avec des illustrations de Mina M qui sont juste sublimes. J'essaie d'en chercher une. Là, voilà par exemple. C'est pas forcément la plus belle d'ailleurs, mais voilà, il y a des illustrations tout le long qui mettent vraiment bien dans l'ambiance. Le Tour d'écrou, qu'est-ce que c'est? C'est un roman d'horreur et de fantômes qui tourne autour de deux enfants qui vivent dans un manoir et d'une gouvernante qui va venir vivre dans le manoir avec eux pour s'occuper de leurs études. Et les enfants ont un comportement un peu étrange. Certains adultes aussi, et la gouvernante commence à voir des gens qu'elle ne devrait pas voir dans le manoir. Récemment, il y a la série The Haunting of Bly Manor qui est sortie et qui est en partie basée sur le livre, donc c'est pour ça que je l'ai lu en fait maintenant. Je l'ai acheté exprès pour le lire avant de regarder la série. Et alors, c'est une nouvelle en fait, c'est relativement court, mais à la lecture, moi je l'ai senti long. J'ai pas eu l'impression que c'était court, j'ai pas eu l'impression d'avancer vite, j'ai pas eu l'impression qu'on arrivait bientôt à la fin. Vraiment, au fur et à mesure de ma lecture, je trouvais ça... Enfin, alors je trouvais pas ça long dans le sens où je m'ennuyais, mais c'était quand même long à lire. Je pense que le style d'écriture, enfin le niveau de langage joue un peu. Et puis je pense que l'ambiance angoissante joue aussi beaucoup. J'ai énormément aimé le fait que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui sont laissées libres à l'interprétation. Et c'est ça qui rend le livre plus ou moins horrible en fonction de l'imagination qu'on peut avoir. Personnellement, je suis partie sur des trucs vraiment horribles qui m'ont pas mal perturbée. Donc on était vraiment bien dans l'angoisse et dans ce qu'il fallait. Mais les choses ne sont pas forcément toutes explicitées. Vraiment, c'est à l'imagination du lecteur. Et je trouve que c'est un super tour de force parce que c'est ça qui fait la force du livre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Elle était parfaite pour l'ambiance. Donc là, on était vraiment sur le côté horreur épouvante. Dans cette catégorie, j'ai aussi regardé la série The Haunting of Hill House, donc la saison 1, puisque la saison... Enfin, The Haunting of Bly Manor, c'est la saison 2. Saison 1 que j'ai dévorée, je pense que je l'ai regardée en 2-3 jours, que j'ai adorée, qui m'a fait flipper à souhait. Et dedans, on va suivre une famille qui s'installe dans un manoir. Et des choses étranges commencent à se passer. On a beaucoup de fantômes, de visions assez flippantes, de jumpscares qui m'ont donné des crises cardiaques. C'était parfait, j'ai adoré. Et je l'ai regardé en même temps que des copines, du coup en fait on s'envoyait des messages tout le long et je les ai un petit peu harcelées parce que ça m'aidait à passer le stress. J'ai aussi regardé dans cette catégorie The Devil All the Time, donc qui est sorti sur Netflix il y a quelques semaines, avec Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, enfin beaucoup de super bons acteurs, et le film est extrêmement perturbant, mais alors vraiment très dérangeant du début à la fin. Et du coup, j'ai trouvé ça... Alors, on va pas dire que j'ai adoré, mais j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai trouvé intéressant aussi, enfin j'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment excellents. Donc c'est ça qui m'a permis d'aller jusqu'au bout du film, mais c'était très dérangeant, hein, vraiment, c'est le genre de film qui est assez perturbant.
J'ai aussi vu Nomis dans la catégorie un peu thriller policier, avec Henry Cavill, celui-ci, entre autres. C'est le nom que j'ai retenu, mais en fait il y a d'autres très très bons acteurs dedans. Où on va suivre une enquête policière autour de femmes qui disparaissent. Et voilà, je peux pas en dire plus sans spoiler, puisque c'est le genre de film qu'il faut aller voir sans vraiment trop savoir de quoi ça parle. C'était bien, j'ai trouvé ça bien fait. Il y avait une ambiance qui était bien amenée. Le personnage que joue Henry Cavill, donc le personnage principal, m'a un peu perturbée. Puisqu'il il est un peu cliché, un peu stéréotypé du type de personnage. Donc voilà, ça joue un peu. Mais c'était un très bon film, j'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé que l'histoire était très bien développée. Donc pour la catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge, en lecture gothique, j'ai lu Anne Radcliffe contre Dracula de Bénédicte Coudière. Donc c'est un roman assez court qui fait partie de la collection de la Ligue des écrivaines extraordinaires, dans lequel donc des écrivaines écrivent sur des écrivaines plus anciennes. Et les mettent face à la créature qu'elles ont créée. Alors, Anne Radcliffe n'a pas créé Dracula, mais elle a créé le premier vampire gothique avant ça, donc avant même Bram Stoker. Et donc ici, elle se retrouve face à Dracula. Anne Radcliffe et son mari reçoivent une lettre d'invitation à un bal donné en l'honneur de Anne Radcliffe suite à la sortie de son dernier roman. Elle n'a pas d'autre choix que d'y aller, même si elle comprend que c'est signé du comte Dracula et que c'est un vampire et donc que ça la met en danger. Elle n'a pas le choix, elle est obligée d'y aller. Donc elle va entreprendre ce voyage. Au passage, elle va visiter les pays qu'elle va traverser, qui va donner lieu à son carnet de voyage qu'elle a écrit avec son mari et éditeur. J'ai beaucoup aimé découvrir en fait l'autrice Anne Radcliffe que je ne connaissais pas. Donc j'ai pu la découvrir un petit peu son univers, ce qu'elle a écrit, puisqu'il y a des références forcément à ses différents écrits, à sa vie. Donc sans qu'il soit nécessaire d'avoir lu quoi que ce soit hein, pour comprendre, puisque c'est expliqué au fur et à mesure. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé découvrir tout ça sur elle. Et j'ai vraiment hâte de lire ces romans qu'elle a écrits, elle, que ce soit les carnets de voyage ou son premier roman sur un vampire. C'est une autrice que j'ai très envie de découvrir grâce à cet ouvrage. En film dans cette catégorie, j'ai regardé Corpse Bride, qui en français est Les Noces Funèbres. C'est ça. J'étais persuadée d'avoir vu ce film, mais vraiment persuadée de l'avoir vu. Et en fait, pas du tout. Voilà, quand je l'ai commencé, je me suis dit, mais ça me dit rien du tout. Pourquoi? Et donc, en fait, je ne l'avais pas vu et j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Petite pause thé, parce que la vidéo va être longue, donc vous devriez vous faire un thé aussi si vous n'en avez pas encore. Mettez pause et allez vous faire un thé. Donc voilà pour cette catégorie. La suivante c'est Les Supplices de la Belladone où il fallait lire quelque chose avec une couverture noire. Donc ça c'est une des catégories que je n'ai pas encore remplie, donc voilà, j'ai rien lu. Par contre j'ai regardé Batman vs Superman, c'est celui que j'avais prévu dans cette catégorie à la base, parce que la couverture, enfin l'affiche que j'avais vue à ce moment-là était noire, enfin dans des tons très noirs. Je l'ai revu depuis, finalement pas tant que ça, mais c'est pas grave, je l'ai quand même laissé dans cette catégorie. Je n'ai pas du tout aimé. Alors autant j'avais beaucoup aimé le premier Superman avec Henry Cavill, autant celui-ci, donc je n'ai pas aimé, j'ai pas compris, c'était lent, c'était des dialogues très creux, vraiment ça manquait de profondeur, et le fil conducteur, le fil principal n'est pas suivi jusqu'au bout, genre il s'arrête au bout d'un moment, comme ça d'un coup sans que ce soit plus justifié que ça. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bizarrement fait, j'ai trouvé que c'était très creux par rapport au premier et que les dialogues vraiment étaient mais mauvais. Je les ai trouvés mauvais et je me suis ennuyée. Donc voilà, je regarderai quand même Justice League à l'occasion parce que les seuls moments que j'ai aimés dans Batman vs Superman, c'est les moments où il y avait Wonder Woman. Donc je regarderai Justice League. Mais vraiment, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas aimé. La catégorie suivante, c'est Esprit es-tu là, donc avec des fantômes, histoire de famille, ce genre de choses, et historique et classique. Donc dans cette catégorie, j'ai lu Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, dans lequel on va suivre plein de personnages en fait, durant la guerre de sécession. Donc entre autres, on va suivre le président Abraham Lincoln et la mort
qui est dans son bureau, dans son cabinet, et qui compte les morts de cette guerre. Je n'y connais pas grand-chose à la guerre de sécession. C'est une partie de l'histoire sur laquelle j'ai peu, voire pas de connaissances. Donc j'ai beaucoup aimé la découvrir à travers cet ouvrage, sachant qu'il y a des extraits de lettres, de vraies lettres, de vraies unes de journaux. Il y a aussi des libertés que l'auteur s'est permis de prendre. On n'est pas sur de l'histoire pure et dure, on n'est pas non plus sur quelque chose qui se tient strictement à la réalité. Il a pris des libertés, donc voilà. Mais c'est un roman historique qui se passe autour de la guerre de sécession et je l'ai trouvé très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Le format fait que donc c'est des chapitres très courts avec beaucoup d'alternance de personnages et ça m'a permis de le dévorer. Il y a aussi donc des lettres, il y a des témoignages, il y a de la narration. Il y a une alternance qui fait que ça se dévore, ça se lit tout seul. Alors le fait qu'on ait beaucoup de personnages fait que on s'attache pas forcément. Par contre, on est curieux de savoir comment ça avance, ça va se passer pour eux et comment ça va se dérouler dans leur quotidien, comment la guerre va se terminer, surtout pour eux. Sachant qu'on a des points de vue des deux côtés, donc autant des confédérés que de l'Union. Donc voilà, j'ai trouvé que ça mettait en valeur le fait que d'un côté comme de l'autre, ce sont des êtres humains qui sont persuadés de se battre pour la bonne cause ou qui parfois se battent juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très intéressant et très très bien fait. Et j'ai adoré la plume de Jean-Laurent Del Securo qui est très agréable, très fluide, très abordable et qui rend du coup un sujet lourd et compliqué très abordable. J'ai aussi lu L'Hôpital des Sorciers de Catherine Kwanka qui se passe en 1297 en France. On va être dans la maison de l'aumône, donc un hôpital tenu par des prêtres, des religieux. Et il y a des actes de sorcellerie qui commencent à arriver autour, donc des accusations de sorcellerie, des actes de sorcellerie retrouvés autour de l'hôpital. Et un jeune homme qui vient d'être embauché là-bas, suite à un accident, en fait il a été soigné là-bas, puis ensuite il est embauché, va se retrouver à mener l'enquête pour savoir justement si les personnes accusées sont vraiment coupables. Et puis surtout parce qu'il commence à avoir des doutes sur certaines personnes qu'il croise, c'est quelqu'un de très perspicace et très observateur. Et donc il va mener son enquête au sein de la maison de l'aumône. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai bien aimé la manière dont la sorcellerie était amenée, la place qui lui était donnée par rapport à la remise en contexte par rapport à l'époque. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aussi aimé le personnage féminin, les personnages féminins qui sont dedans. Et la parole qui leur est donnée et le point de vue, qu'elles ont en tant que femmes qui n'ont pas forcément de droit sur leur vie et qui sont obligées de justifier le moindre de leurs mouvements et qui n'ont finalement que très très peu de liberté. J'ai trouvé ça très intéressant, donc il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés. Et j'ai beaucoup aimé l'enquête, la manière dont elle a été menée, ça se lit très vite, j'ai vraiment bien accroché. Peut-être juste le temps au tout début de s'habituer au style qui est adapté un petit peu à l'époque. Il y a un vocabulaire forcément qui est en lien avec l'époque. Une fois qu'on s'habitue à ça et qu'on a compris les liens entre les personnages, ça va très vite, ça va très bien, c'est super intéressant et j'ai beaucoup aimé les personnages. Toujours dans cette catégorie, j'ai lu Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpech, sorti aux éditions Scrinéo. Ce roman va suivre la vie de Sarah et Maria, qui sont juives, qui ont fui la Pologne quand Sarah était encore enfant et se sont réfugiées en France. Mais voilà, c'est la Seconde Guerre mondiale et la France est occupée par les Allemands. Et donc elles sont obligées de se cacher. Elles échappent une première fois au Veldiv, donc c'est pas un spoil parce que c'est écrit ici. Là, c'est écrit sur la couverture. Mais donc on va suivre leur arrestation pour le Veldiv, le fait qu'elles arrivent à s'échapper, mais que quelques temps plus tard, elles se retrouvent, après une dénonciation, déportées à Auschwitz. Donc c'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est d'autant plus dur à appréhender. Donc à travers les yeux de Sarah, on va suivre tout ce qui leur arrive, tout ce par quoi elles passent, leur quotidien, la peur, le stress, l'inquiétude, la peur d'être séparées, l'inconnu aussi, de ne pas savoir à chaque fois où est-ce qu'elles vont, et puis après leur vie au camp. Elles nous racontent beaucoup de choses. Je l'ai trouvé très dur.
Mais forcément, moi tout ce qui touche la Seconde Guerre mondiale, encore plus quand c'est des récits racontés, enfin qui sont des histoires vraies, je trouve ça très dur. Même si pour le coup, c'est raconté en laissant un petit peu, sans insister sur les émotions. C'est-à-dire que c'est une écriture que je trouve relativement, alors pas factuelle, mais on est sur l'action, on est sur ce qui se passe, on est sur là où on va. Sarah va exprimer sa peur, mais juste en disant j'ai peur. Elle va pas derrière insister, ou voilà, l'émotionnel, on n'insiste pas dessus. Et en même temps, l'histoire et ce qui se passe est déjà suffisamment dur pour que, sans insister sur l'émotionnel, on soit déjà énormément touché. Donc j'ai beaucoup aimé, ça a été une lecture que j'ai adorée, qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, si les romans sur la Seconde Guerre mondiale vous intéressent, sachant que personnellement c'était la première fois que je lisais un livre qui se passait à Auschwitz. J'ai déjà lu des livres sur le Veldiv, sur la Seconde Guerre mondiale plus généralement, mais pas des témoignages en fait de personnes qui ont survécu à Auschwitz. Donc c'était la première fois que je voyais vraiment comment ça se passait au quotidien dans les camps. Pour ce qui est des films et des séries dans cette catégorie-là, j'ai vu 2 épisodes de Supernatural, puisque la série a repris, et qu'on est sur la dernière ligne droite, et qu'il y a un épisode qui sort par semaine, donc là je suis à jour, j'ai vu les 2 qui sont sortis. Voilà, c'est un vrai plaisir de retrouver les personnages, mais je peux pas en dire plus, c'est juste, voilà, j'ai aussi vu le film Brimstone que Johanna Marine, l'autrice de Cendre, m'a conseillé quand je suis passée à son stand aux Aventuriales. Alors c'est un film extrêmement dérangeant. Voilà. Les sujets qui sont abordés sont très difficiles, très durs, c'est très dérangeant. Mais j'ai beaucoup aimé le découpage du film, la manière dont c'est fait, puisqu'en fait on va... c'est pas linéaire. On n'est pas on suit pas l'histoire du début jusqu'à la fin. C'est coupé, c'est par morceaux, à différents moments de la vie du personnage principal que l'on va suivre. Et ça rend les choses encore plus dures, puisqu'en fait on les comprend au fur et à mesure. Et on comprend, plus on avance en fait, et plus on réalise l'horreur de ce qu'elle a vécu et l'horreur des choses dans son monde. Donc il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder ce film. Mais je ne regrette pas de l'avoir vu parce qu'il était parfait pour la saison. J'ai aussi vu Dunkerque. Donc c'est un film de guerre où on va suivre les Anglais qui sont sur la plage de Dunkerque en France, en étau entre la mer et les Allemands qui arrivent derrière, défendus par les Français. Je savais pas trop à quoi m'attendre et du coup j'ai beaucoup aimé. C'est un bon film qui a des longueurs, qui a un style un rythme un peu particulier, mais ça a bien marché pour moi. La seule petite chose, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'attacher aux personnages, on n'a pas le temps. On ne les voit pas sur des durées assez longues et surtout ils ont très très peu de dialogue. Donc on n'a pas forcément le temps de s'attacher à eux. Par contre, on veut quand même voir comment ça va se finir pour chacun d'entre eux, puis pour tous les soldats en général en fait. Donc c'est un film que j'ai finalement beaucoup aimé et la musique est magnifique. Le menu numéro 2, donc le menu automne, douceur de vivre. La première catégorie c'est Il fait un temps épouvantail, donc là il fallait lire sur le thème de automne, Samhain ou Halloween. Et j'ai lu Vilain chien de Morgane Cossarieux dans la collection Château hanté des éditions du Chat Noir. J'ai beaucoup aimé, c'est un roman dans lequel on va suivre un petit garçon, Zachary, qui a 10 ans et qui a perdu son père il y a 2 mois. Donc il vit seul avec sa mère, il est persuadé que son père va revenir. Donc c'est une manière très, très intéressante d'aborder le deuil avec les enfants, puisque c'est pour les plus jeunes, hein. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé la manière dont le deuil est abordé, mais aussi le rapport avec la nature et les animaux, surtout. Les deux sujets sont très présents. Ça se passe au Québec, au Canada, donc il y a quelques mots spécifiques en fait au Québec qui sont expliqués hein, pour qu'on puisse comprendre quand même. Et ça m'a donné l'impression de voyager au Québec, d'être dans une maison perdue au milieu des bois, dans la nature canadienne, et j'ai beaucoup aimé ça. Et donc le lien avec Halloween, c'est qu'en fait Zachary va adopter un petit chiot le jour d'Halloween. On a aussi un épouvantail, un potager avec des citrouilles, une pumpkin pie. Voilà, on est parfait dans l'ambiance. Et j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà lu un roman de Morgane Cossarieux, donc
Donc je connaissais déjà un petit peu sa plume et j'ai beaucoup aimé la retrouver ici dans un univers plus jeunesse. Alors ça reste un peu sombre, hein, même si c'est pour les plus jeunes, ça reste sombre, mais j'ai beaucoup aimé et encore une fois, le sujet du deuil et de la relation avec les animaux est très bien traité. En film, j'ai regardé sur Netflix, je crois que c'était sur Netflix, All Hallows Eve, dans lequel... où il y a une histoire de... Enfin, en gros, les filles de cette famille sont... enfin, les aînées de cette famille sont toutes des sorcières et Yves va le découvrir le jour de ses 16 ans. C'était... ouais, c'était mignon. C'était pas exceptionnel, c'était pas original, mais c'était mignon, ça se laisse bien regarder, donc voilà. Ensuite, pour la catégorie siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules, donc déjà j'ai lu ce livre en sirotant un chocolat chaud à la cannelle. Pour le côté enfance feel good, j'ai lu La montagne brisée, donc le tome 2 des Chevaliers de la Raclette. Donc ce tome 2 est écrit par Nadia Coste, le premier était écrit par Jean-Laurent Del Socorro. En fait, ils écrivent la série ensemble. Dans cette série, on va suivre 6 enfants dont les parents en fait se connaissent depuis longtemps et qui se réunissent autour d'une raclette tous les mois. Et un jour, ils vont découvrir un passage qui leur permet d'aller dans le passé et d'assister à certains événements pour essayer de les changer, d'en changer la tournure. Et dans ce tome-là, ils vont aller à la montagne brisée. Donc tout se passe en Savoie, donc ce sont des événements qui ont lieu en Savoie. Et donc là, ils vont assister à la chute du granier. Donc on a un groupe d'amis qui voyagent dans le temps, on a des événements historiques que j'ai découverts pour ma part, que j'ai trouvé très intéressant. La diversité dans ce roman est juste parfaite. Elle est réaliste en fait. On a l'impression de suivre un vrai groupe d'amis tel qu'on était quand on avait leur âge. Donc j'ai adoré. J'adore la plume de Nadia Coste, que ce soit en roman pour les adultes ou roman jeunesse. Dans tous les cas, j'adore. C'est léger, c'est agréable, ça permet d'avoir une petite leçon d'histoire sur ce qui se passe en Savoie. Ça donne envie de raclette, même quand on est vegan. Voilà. Et surtout, voilà, c'est un vrai plaisir de suivre ce groupe d'amis et d'apprendre des faits historiques avec eux. Alors pour la série, j'ai regardé Emily in Paris, qui est très clairement une série feel good. Voilà, c'est une série toute courte, en 10 épisodes je crois, ou 8, je sais plus, ou 9, enfin bref, très courte, format Netflix quoi. Chaque épisode dure 30 minutes, et on va suivre Emily qui vient, qui est une américaine, qui débarque dans une agence de marketing en France pour travailler avec eux, et elle n'est pas forcément très bien accueillie. On va se jouer des clichés parisiens, parce qu'on est plus sur du cliché parisien que sur du cliché français pour moi. Donc voilà, il y a beaucoup de clichés, alors autant sur les Parisiens que sur les Américains, hein, il faut bien le dire, puisque justement cette mise en parallèle permet de jouer sur les deux types de clichés. Ça m'a fait beaucoup rire, c'est léger, c'est pas prise de tête. Il faut vraiment pas y aller en se prenant la tête ou en espérant ou en s'attendant à quelque chose d'énorme et de philosophique et tout ce que vous voulez. Non, c'est une série légère, feel good, faite pour passer un bon moment sans se prendre la tête. Il y a quelques petits messages féministes bien sympathiques par-ci par-là, en fait tout le long, mais sans que ce soit... voilà, ça ne se veut pas une série féministe, c'est juste une série légère et feel good. Et moi j'ai adoré. Lily Collins qui joue Emily dedans est juste parfaite. Cette actrice est pétillante et elle donne du peps au personnage, ce qui fait qu'on est obligé de l'adorer. En tout cas pour ma part ça a été le cas et j'ai passé un excellent moment avec cette série. J'ai aussi regardé le film Troupe Zéro avec McKenna Grace. J'adore cette actrice, je l'avais vue dans... alors en français ça s'appelle Marie et en anglais c'est Gifted avec Chris Evans. Où j'avais découvert une actrice hyper talentueuse. Je l'ai retrouvée dans The Haunting of Hill House, elle a joué dans quelques épisodes par là de certaines séries que j'aime beaucoup, genre par exemple Once Upon a Time, et d'autres. Qui ne me reviennent pas à l'esprit tout de suite. C'est une actrice que j'adore retrouver en fait, que ce soit en série ou en film, parce que je la trouve excellente. Elle doit avoir 13 ou 14 ans. Alors elle joue des personnages un peu plus jeunes en général, mais elle est excellente. Vraiment, elle véhicule des émotions. C'est une actrice exceptionnelle. Et donc je l'ai retrouvée dans Troupe Zéro, dans lequel en fait elle joue... dans un petit village aux États-Unis, un village assez pauvre,
Elle a été éduquée, donc elle a été élevée par son père suite au décès de sa mère. Et c'est une gamine qui est un petit peu mise à l'écart par les autres gamins de son âge. Elle est un petit peu bizarre, un petit peu particulière. Elle a une fascination pour l'espace. Et en fait, en apprenant qu'il y a un concours pour lesquels les scouts, je crois que c'est des scouts, peuvent participer et gagner en fait le fait d'enregistrer un message à envoyer dans l'espace. Donc, elle décide qu'elle veut participer à ce concours, donc elle monte son propre groupe de scouts et elle va rameuter tous les exclus de son école et ils vont monter leur groupe. Et j'ai trouvé ça génial, c'était juste trop mignon, trop beau, super bien joué par tous les gamins dans l'histoire, tous les adultes complètement blasés. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Donc si vous n'avez pas vu Troupe Zéro, je vous le recommande vraiment. Moi je l'ai vu sur Amazon Prime. Ensuite, on a la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, avec donc créatures de légende, fantastique, petit peuple, féerie, contes, légendes, mythes. J'ai lu Le Drakkar éternel de Estelle Faye chez Scrinéo. On va suivre deux collégiens, Maël et Astrid. Ils se retrouvent sur un navire viking et ils vont se retrouver en fait propulsés dans une aventure en lien avec la mythologie nordique. Donc j'ai adoré cette histoire donc, de malédiction qui va les entraîner d'île en île, qui va leur permettre de découvrir les différents royaumes autour de Yggdrasil et de la mythologie nordique. On va rencontrer plein de personnages de la mythologie, donc par exemple Odin ou Loki et ses deux enfants. On va avoir des dragons, des nains, le puits du savoir. On se retrouve donc embarqué en pleine mythologie nordique, ça permet de toucher un petit peu à tous les éléments en fait, enfin à plein d'éléments de cette mythologie. Alors bien sûr on ne peut pas rentrer dans le détail et avoir absolument toutes les infos et tout ce qui est lié, mais on a quand même un bon balayage que j'ai trouvé très bien fait et très intéressant. On a de l'action tout le long, on avance super vite, on découvre plein de choses avec Astrid et Maël. On a un petit message aussi sur le harcèlement scolaire, sur la gestion de la colère aussi, donc je trouve très intéressant, et une plume vraiment addictive en fait. Quand on commence on a envie de finir, enfin on a envie de continuer, de savoir la suite. Ce qui ne m'étonne pas donc de Estelle Faye dont j'adore la plume. Donc voilà, si vous aimez la mythologie nordique, même si c'est du jeunesse, je vous le recommande quand même parce que ça fait toujours du bien en fait de faire ce petit tour à Yggdrasil et dans les royaumes nordiques. Ensuite j'ai lu Blue de Annabelle Blangier chez Magic Mirror. On va ici être sur une réécriture de Barbe Bleue, mais avec une inversion des genres, puisque notre Barbe Bleue est ici une femme. On va donc suivre Charles qui fait la rencontre de Blue et qui tombe complètement amoureux d'elle. Très vite, il se marie, mais elle lui confie la clé de son atelier, en lui disant, enfin de son cabinet, en lui disant qu'il n'a pas le droit d'y aller et qu'il n'a pas le droit de poser trop de questions sur ce qu'elle fait quand ils ne sont pas ensemble. Voilà, il doit la laisser être libre, elle a besoin de son indépendance. Et surtout, il ne doit pas poser de questions et ne pas être envahissant et ne pas chercher à savoir, ne pas fouiller. À côté de ça, donc lui il est complètement fou amoureux, donc au départ ça lui va, enfin il accepte, mais à côté de ça, sa sœur qui est détective trouve ce mariage trop précipité et elle se méfie de Blue et elle commence à mener une enquête sur elle. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai passé un très bon moment, j'avais vraiment envie de connaître la suite au fur et à mesure de ma lecture. Il y a eu des petits moments où j'ai trouvé ça un petit peu long, il y a un moment en fait arrivé à peu près au milieu où je me suis dit bon, j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus, mais il a fallu quelques chapitres de plus pour que ça se relance. Donc il y a eu un petit coup de mou à un moment, mais c'est vite revenu. J'ai beaucoup aimé la plume, je n'ai pas aimé le personnage de Charles, que j'ai trouvé très mou. D'une naïveté sans borne. Voilà, je ne l'ai pas apprécié. Par contre, j'ai adoré la sœur de Charles et j'ai bien aimé connaître la légende autour de Blue. Donc j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré cette lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette inversion des rôles et cette réflexion du coup autour du personnage de Blue, de sa beauté, de ce qu'elle représente, et autour de la sœur de Charles, donc qui est détective à une époque où les femmes n'ont pas naturellement une place dans la police, où elle a dû vraiment se faire une place et se battre au quotidien pour prouver
et qu'elle peut être là et que c'est sa place. On a donc vraiment ce sujet de la place de la femme dans la société à l'époque. Alors je suis désolée pour le changement de luminosité. J'ai dû m'interrompre hier pendant que je tournais la vidéo et je ne peux reprendre qu'aujourd'hui. Donc forcément il y a quelques petits changements. J'en étais donc à la catégorie Fafnir ton assiette sinon pas de piécettes et j'allais vous parler des films que j'ai vus dans cette catégorie. Donc dans un premier temps j'ai vu Push avec Chris Evans et Dakota Fanning que j'ai bien aimé. C'est un vieux film, il est sorti je crois en 2010 peut-être, en 2011, enfin un truc comme ça. Donc il est pas tout récent. Chris Evans était tout jeune dedans. Dakota Fanning était une enfant. Mais j'ai bien aimé. Donc ça tourne autour de personnages, enfin de personnes qui ont des pouvoirs un peu particuliers et il y a une organisation qui essaye de les contrôler, de les utiliser. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'était pas mal. Et j'ai vu Man of Steel, donc le premier Superman avec Henry Cavill. Donc pour l'un des menus précédents, je vous parlais de Batman vs Superman que je n'ai pas du tout aimé. Mais Man of Steel, au contraire, je m'attendais à pas grand chose. J'avais des attentes qui étaient très très basses, puisque en fait je m'attendais à ne pas spécialement aimer. Superman est un personnage que j'aime pas plus que ça, je le trouve très lisse. Et Henry Cavill en Superman, je le trouvais aussi très lisse des images que j'avais vues. Et en fait, dans le film, pas du tout. Il est très intéressant, il a beaucoup plus de profondeur, il a un sourire extrêmement charmant qui, j'avoue, a beaucoup joué dans le fait que j'ai aimé le film. Mais sinon, j'ai trouvé l'histoire bien menée, bien amenée, à part la partie romance qui sort de nulle part. Genre vraiment, on aurait pu s'en passer. Mais bon, voilà, il faut bien qu'il y ait Lois Lane pour aller avec l'histoire, mais elle servait vraiment. Enfin, la partie romance, la relation entre eux ne servait vraiment à rien. Mais pour le reste, j'ai beaucoup aimé. J'ai été très positivement surprise. Et du coup, j'ai été très négativement surprise par le volet suivant, Batman vs Superman. La catégorie suivante, c'est A Window to the Past, avec tout ce qui est magie, mage, magicien, SFFF, sorcier, sorcière. J'ai tout d'abord lu Chromatopia, donc c'est de la dystopie, donc ça rentre dans le SFFF, écrit par Betty Piccoli et paru aux éditions Scrinéo. J'ai bien aimé, déjà je le trouve. Voilà, là, je n'en démords pas, la couverture est magnifique et reprend très bien les éléments du roman. Donc on a des castes séparées par couleur. Donc la caste rouge qui est la caste royale, ensuite les jaunes, les oranges, les verts et les bleus. Et une caste cachée, donc les noirs. Donc on reprend tous les codes de la dystopie. On va suivre 3 personnages principaux qui appartiennent chacun à une caste différente et leurs destins vont se retrouver mêlés et c'est comme ça que ils vont commencer à questionner les choses et à peut-être faire un petit peu bouger cette société dystopique. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment au moment où je l'ai lu, mais là avec le recul, puisque ça fait déjà plusieurs semaines, je me rends compte que je commençais à oublier pas mal d'éléments puisque ça reste très classique. Voilà, si vous aimez la dystopie et que vous avez vraiment envie de retrouver les traits classiques, les points principaux qu'on retrouve dans les dystopies, tout y est et c'est suivi, on retrouve tout ça avec des personnages relativement attachants, mais pas extrêmement, c'est pas extrêmement original, mais ça reste une bonne dystopie. Alors, avec le recul, j'aurais bien voulu qu'elle se réapproprie un petit peu plus ces codes et que l'univers ait un petit peu plus peut-être d'originalité, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Dans cette catégorie, j'ai aussi lu Millions de Jeanne Bokenekarl, chez Scrinéo aussi. C'est aussi de la fantasy. Et j'ai adoré. Donc on va suivre plusieurs personnages, donc on a le point de vue de plusieurs personnages différents, mais on va suivre principalement 3 d'entre eux qui vont se croiser et dont les destins vont être mêlés. Donc on a tout un univers qui est construit avec son passé, avec ses prophéties, avec sa religion, enfin ses religions, ses différents peuples, ses différentes cultures, et la manière dont une guerre relativement récente, puisque ça reste sur la même génération, a pu forger certains destins. On a aussi beaucoup le thème de la fécondité et de la place de la femme dans la société, parce que dans cet univers, les femmes de la cité d'été sont les seules à pouvoir tomber enceinte et être fécondées et donc donner la vie. Tous les autres peuples ne peuvent pas avoir d'enfants.
Donc en fait ils sont entièrement dépendants de la cité d'été pour ça, donc du coup ça donne un certain pouvoir aux femmes de la cité d'été. Mais ça leur fait aussi perdre en quelque sorte leur pouvoir, puisque du coup elles n'ont pas forcément de contrôle sur leur propre corps, puisque c'est leur rôle de donner naissance à des enfants. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était amené, ce rôle des femmes dans la société et le pouvoir et le contrôle qu'elles ont sur leur corps et que ça implique sur le reste de la société. On a des personnages très intéressants. Alors j'ai trouvé très attachant en fait 3 des personnages. Par contre on est vraiment sur des personnages soit tout blanc soit tout noir. Vraiment le côté très manichéen des personnages m'a un petit peu perturbée, mais ça ne m'a pas empêché d'adorer quand même parce que j'ai trouvé l'univers très bien construit, très intéressant et qui amène des problématiques et une histoire qui m'a beaucoup plu, avec une prophétie, donc l'idée de destin, qui pourtant en fait ne force pas les personnages à faire quoi que ce soit, ils restent maîtres de leur libre arbitre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré. Alors il est gros, hein, il fait plus de 400 pages, mais je l'ai vraiment dévoré, je l'ai vraiment adoré. L'écriture, les chapitres sont très courts, ce qui fait que en fait ça se lit d'un coup, ça se lit tout seul. Pour ce qui est des films et séries, donc j'ai repris la série Lucifer, donc là j'en suis à la saison 2, épisode 5, quelque chose comme ça. J'ai dévoré la première saison. Je l'avais commencé, j'avais dû regarder 2-3 épisodes, et puis là j'ai tout repris du début et j'ai adoré. Enfin, j'aime beaucoup cette série, c'est drôle, c'est léger. Donc il y a le côté avec donc Lucifer, Dieu, les anges, tout ça, mais surtout il y a les enquêtes qui se passent aux côtés du détective, enfin de la détective. Et ça donne un ton très léger, tout en avançant petit à petit sur des éléments et sur le questionnement en fait autour de Lucifer. Donc voilà, qui est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son humour. Donc voilà, une petite série chouchou en ce moment qui fait du bien, qui se laisse regarder très vite et que j'apprécie beaucoup. J'ai aussi repris The Magicians, donc là on est dans une école de magie avec un thème assez sombre. Alors par école de magie je veux dire université, donc c'est des gens qui après le niveau bac font des études de magie en fait, pour ceux qui ont un don de magie. J'en être à l'épisode 5 de la première saison. J'accroche bien, par contre c'est quand même assez long et très sombre comme épisode, donc je les regarde lentement. Je prends mon temps pour avancer sur la série, mais j'aime beaucoup. Et puis en film, je me suis refait un visionnage du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, voilà, juste le troisième, avec des copines, puisque en fait elles s'étaient vues les 2 premiers ensemble et je les ai rejoints sur le troisième. Et voilà, bon, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est le Retour du Roi. De toute façon, en général, j'essaie de me les faire une fois tous les 2 ans, parce que je me regarde les versions longues, donc c'est long. Donc voilà, là j'ai pu revoir le Retour du Roi, c'est toujours un bonheur, ça fait toujours du bien, et voilà, c'est un film doudou qui dure 4 heures. Mais c'est un film doudou. Donc voilà pour ce menu. Ensuite on a le menu Automne des Enchantresses, avec comme première catégorie les rêves d'aurore, où là on va être sur du LGBTQI+, ou militantisme. Donc j'aurais pu mettre Chromatopia dans cette catégorie, mais voilà, j'ai préféré laisser là où je l'avais mis au départ. J'ai lu ici The Song of Achilles de Madeline Miller, donc en français c'est le chant d'Achille tout simplement, où on va suivre l'histoire d'Achille racontée par Patrocle et leur relation. Et ce livre est magnifique, il est vraiment poétique, l'écriture est belle, j'ai eu des images sublimes qui se sont dessinées au fil des pages, c'est très imagé, il y a vraiment ce côté imagé, poétique, on a vraiment de la poésie avec les mots et avec les concepts et avec les images. On a aussi des relations qui sont à fendre le cœur. J'ai pleuré en le lisant, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai adoré en fait découvrir l'histoire d'Achille d'un point de vue différent de ce que j'ai pu lire jusque-là. Et c'était très très beau et je me suis tellement attachée aux personnages et c'était si beau. L'écriture, vraiment la plume est magnifique et du coup rend les personnages et leurs relations encore plus belles et encore plus touchantes. Et puis on voit vraiment leur évolution puisqu'on va suivre en fait Achille à partir du moment où il est un jeune ado jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de la guerre de Troie. Et on voit vraiment la manière dont il change, dont il évolue, de même que Patrocle, qui évolue encore plus en fait, et la manière dont au final Patrocle représente l'encre de
d'Achille, qui est en fait très naïf et puis qui finalement a une manière de penser relativement simple. Et Patrocle est celui qui va lui apporter des nuances. Et j'ai trouvé ça très très beau. Pour cette catégorie, j'ai regardé le documentaire I Am Not Your Negro que j'ai vu sur Netflix, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, que je recommande à tout le monde de voir. Je saurais pas quoi vous dire dessus, à part que voilà, si on est antiraciste, il faut l'avoir vu parce que il apporte énormément d'informations, un point de vue nécessaire. Donc voilà, n'hésitez pas à le voir, en plus il dure pas trop longtemps, je crois qu'il dure 1h40, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est 1h40 de gagner, allez-y quoi. La catégorie suivante, c'est Sarah Bernhardt, Monde Sacré, et donc là on va être sur art, dramaturgie, théâtre. Alors comme livre, j'ai lu Les Carnets Lovecraft, Les Rats dans les Murs, de donc Lovecraft et illustré par Armel Golm. Je l'ai considéré comme art parce que il est illustré. Voilà. On a des illustrations tout le long. Je crois que je vous l'avais un petit peu montré au moment où je l'avais reçu parce que je l'ai lu assez vite. Donc voilà. C'est le tout premier Lovecraft que je lis. J'ai beaucoup aimé sa plume. Donc c'est une nouvelle, donc c'est relativement court. Mais il y a largement la place dedans pour mettre dans l'ambiance. Donc on a une ambiance horrifique avec une pointe de gothique que j'ai beaucoup aimé. Ça fait... Alors, ça met très mal à l'aise, ça fait peur, ça angoisse surtout. Et ça fait ça en très peu de pages finalement. Et donc j'ai beaucoup aimé. Et je pense me procurer les autres livres de cette collection parce que ils sont très beaux en plus. Et comme film, j'ai regardé Hamilton, encore une fois. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai regardé Hamilton, j'avoue. Mais là, pour le coup, déjà, ça rentrait dans le thème, puisque là, on est sur scène, c'est Broadway, donc voilà. Et puis surtout, Amélie m'a offert Hamilton The Revolution, donc écrit par Lin-Manuel Miranda et Jeremy Carter, qui revient sur la pièce et sur voilà, des anecdotes de comment ça a été mis en place, il y a des notes sur les paroles des chansons, comment ça a été écrit, etc. Je l'ai pas encore fini, mais alors c'est extrêmement intéressant. Et du coup, en fait, comme j'étais en train de le feuilleter, j'ai décidé de me remettre la comédie musicale et au passage, du coup, de regarder les paroles dans le livre avec les notes qu'il y avait sur le côté qui expliquaient certaines choses, certains jeux de mots que j'avais pu manquer ou l'origine de certaines phrases ou certaines choses qu'il a rajoutées dans les paroles. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de regarder les deux en même temps. Et donc de toute façon, je ne me lasse jamais de regarder Hamilton, même si je pleure absolument à chaque fois. Bien ensuite, la catégorie Les écailles de Mélusine, avec là la notion de féminisme, de transformation et de métamorphose. Et là, pour le livre, et du coup, j'ai lu Fille de rouille qui a les trois, tout simplement. Donc Fille de rouille, écrit par Gwendoline Kiss, est paru aux éditions du Chat Noir. Dans ce roman, on va suivre Phoebe en 1980 à Cleveland, qui vit dans une toute petite ville industrielle où les usines ferment les unes après les autres. Donc on est en pleine crise économique et les gens perdent leur travail et sont dans un climat d'insécurité. Et au milieu de tout ça, sa cousine et d'autres filles du quartier subissent une transformation étrange et sont appelées les filles de rouille. Donc c'est une transformation que personne ne comprend et que Phoebe essaye de comprendre pour essayer de venir en aide à sa cousine, mais à une époque où les femmes n'ont pas un rôle vraiment important dans la société, enfin dans ces petites villes, forcément elles sont accusées de causer des problèmes, de le faire volontairement, elles deviennent un problème. Au lieu d'être des victimes de la situation, elles deviennent un problème. Et les choses s'enveniment petit à petit. Alors, on va suivre le point de vue de Phoebe 30 ans plus tard et en parallèle ce qui se passait à l'époque en 1980. Et j'ai eu un petit peu de mal. Donc j'ai trouvé l'histoire très intéressante puisqu'il y a vraiment un message féministe en fait de la place des femmes dans la société, du fait qu'elles doivent se battre et la manière dont elles sont perçues. On a aussi tout ce qui tourne autour de cette crise économique et de ses conséquences. On voit cette ville, cette petite ville qui meurt petit à petit et le désespoir en fait en quelque sorte qui prend un petit peu tout le monde aux tripes et les conséquences que ça peut avoir, notamment sur la vie des femmes et des adolescentes du quartier quoi.
Donc j'ai trouvé les idées et les notions qui étaient abordées très intéressantes. Par contre, je n'ai pas beaucoup accroché au style d'écriture. J'ai eu du mal en fait avec le personnage de Phoebe et tous ces moments d'introspection qui finalement ne menaient pas bien loin, qui n'étaient pas plus exploités que ça, plus approfondis et qui apportaient pas grand chose à l'histoire. Enfin voilà, moi j'ai eu un petit peu de mal, j'ai trouvé que du coup que c'était un peu lent et surtout j'avais vraiment envie de secouer Phoebe. Parce que ce soit en 80 ou 30 ans plus tard, elle n'a pas beaucoup évolué et elle n'est pas beaucoup plus dynamique et active qu'elle l'était. Du coup, ça m'a un petit peu bloquée. Ça fait que même si j'ai beaucoup apprécié l'histoire, j'ai pas apprécié plus que ça le style d'écriture. Voilà, j'ai pas accroché au style d'écriture. Pour les films, toujours dans cette catégorie féministe, j'ai vu le documentaire sur Netflix Feminist What Was the Thinking. Donc les féministes, que pensaient-elles que... Oui, je pense que je sais plus comment c'est traduit. Mais c'est un documentaire sur Netflix, il est court, je crois qu'il fait 1h30. Et en fait, on va suivre des féministes des années 60 et revenir sur leur parcours, avoir des témoignages donc, actuels ou de personnes plus jeunes d'ailleurs. Voilà, on va avoir en fait toute une palette de différentes féministes et qui vont revenir sur la manière dont elles pensaient, sur ce qui les a poussées à agir, sur leur quotidien, sur des détails, sur ce qu'elles pensaient d'elles-mêmes, sur la manière dont elles se percevaient, dont elles percevaient les choses autour d'elles. Voilà, et on va avoir beaucoup de témoignages très différents les uns des autres et que j'ai trouvé très très intéressants. Du coup, j'ai lu le nom de plein de féministes sur lesquelles il faut que je me penche un peu plus parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Dans un autre registre, mais toujours avec le côté féministe, j'ai vu Enola Holmes sur Netflix avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Sam Claflin. J'ai beaucoup aimé, tout simplement. Donc Enola Holmes est la petite sœur de Sherlock et Mycroft Holmes. Et elle a été élevée par sa mère, un petit peu en dehors de la société et de manière pas tout à fait ladylike. J'ai beaucoup aimé ce personnage de Enola et tous les messages qu'elle véhicule. C'était tout mignon, c'était léger, c'était drôle et l'enquête était intéressante. Donc voilà, c'est un film léger et qui véhicule du coup ces messages de manière assez intéressante. Je pense que c'est intéressant pour toutes les jeunes filles d'entendre ces messages-là. Je pense surtout à des jeunes filles de 10, 12, 13 ans. Moi j'ai trouvé que le format était parfait en fait pour qu'elles commencent à bien entendre ce message, à bien le recevoir. Et enfin, il reste la catégorie Nausicaa de la vallée des vents, avec donc tout ce qui est nature writing, écologie, environnement et post-apocalyptique. Donc pour celui-ci j'ai juste vu, donc j'ai rien lu encore, je n'ai pas trouvé dans ma bibliothèque ce que je pouvais lire sur le sujet, mais je vais continuer de m'y pencher, il me reste encore 1 mois et demi, donc voilà. Donc j'ai vu la série Our Planet, traduit par Notre Planète en français, qui est disponible sur Netflix aussi, et dans laquelle on va voir, chaque épisode en fait est axé sur un différent élément de la nature de la planète. Donc on va avoir les glaciers, on va avoir les jungles, on va avoir les forêts, les côtes, voilà, on a plein d'éléments différents. Et c'est magnifique, les images sont d'une beauté, voilà, je pense que je m'en remettrai jamais, c'est vraiment très beau. Il y a une note un peu très triste d'ailleurs quand on explique au fur et à mesure toutes les espèces qui sont en voie de disparition. On nous explique aussi en fait le lien entre toutes ces belles choses qu'on nous montre à l'écran et ce qu'on est en train de faire, donc comment on est en train de détruire tout ça et les conséquences que ça va avoir sur la planète très rapidement et celles que ça a déjà. Mais j'ai bien aimé que ça se termine sur une note d'espoir quasiment à la fin de chaque épisode où on nous montre en fait à quel point la nature est capable de reprendre ses droits et de reconquérir ses espaces relativement rapidement. Elle est capable de s'en remettre, de rejaillir de tout ça à condition que l'on fasse l'effort nécessaire. Donc voilà, c'est un message très urgent sur le fait qu'il faut qu'on se bouge, mais que c'est encore possible parce que la nature est forte. Donc j'ai adoré cette série. Le sujet de toute façon m'a toujours beaucoup touchée. Mais voilà, voir ces images magnifiques avec ce message derrière, j'ai trouvé que ça avait beaucoup d'impact. Donc n'hésitez pas à aller la voir, il n'y a que 8 épisodes, ça se voit très rapidement et en plus c'est très beau. Donc voilà, regardez cette série. Donc voilà pour ce bilan de Mi Pumpkin Autumn Challenge. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà pas mal avancé.
puisque j'ai rempli quasiment toutes les catégories. Et si on compte que j'ai vu soit une série, soit un film, soit un livre, enfin soit lu un livre, j'ai rempli toutes les catégories au moins une fois, voire plusieurs fois pour d'autres. Mais je vais continuer de beaucoup lire parce que y a pas mal de livres que j'avais mis dans ma pile à lire que je n'ai pas encore touché. Pareil pour les séries et les films, il y en a encore quelques-uns que je n'ai pas encore vus. Et j'ai vraiment hâte de continuer, notamment parce que bientôt il y a Halloween, donc il va y avoir les livres spécialement pour Halloween et les films spécialement pour Halloween. Et j'ai hâte. Et puis je vous reparle de... Je refais un bilan avec la suite de ces lectures à la fin du mois de novembre, donc à la fin du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez lu certains de ces livres, certaines de ces séries, certains de ces films, si certains vous font envie. Dites-moi tout ça en commentaire. Et surtout, dites-moi si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, où est-ce que vous en êtes de votre côté. J'aimerais beaucoup savoir. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.